Voilà, t'inquiète pas, je vais devoir dessus. La caméra commence. T'as mis la caméra? Non, non, laisse-la. Laisse-la, t'inquiète. Qu'est-ce qu'il a laissé comme ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, alors j'ai compris. C'est normal? Non, c'est pas normal. Faut que je resserre la... Voilà. Ah, c'est bon. Tu peux y aller, hein. Bon, alors bonsoir. Je vois que les vagues se suivent, mais qu'elles ne vous arrêtent pas pour autant, puisque vous êtes nombreux et on vous en remercie. Alors, toute l'équipe du CML vous présente ses meilleurs vœux pour l'année 2020 et voudrait vous remercier... 2020. Oui, 22. C'est mieux. 22, je retarde. Hein. Et voudrais vous remercier pour votre présence et votre soutien. Alors, dans la tourmente de ces 2 dernières années, marquées par une rupture anthropologique majeure, qui mitonnait d'ailleurs déjà depuis plusieurs décennies, formuler des vœux précis en ces temps d'incertitude est infiniment difficile. Alors j'ai bien cherché, et comme souvent, la réponse est dans la littérature, là où vit la chair des hommes. Et donc, si j'ai un souhait sur lequel nous devrions tous nous accorder, ce serait que nous n'appliquions pas ou ne laissions pas appliquer par nos politiques la célèbre réplique du livre de Tomasi de Lampedusa intitulé « Le départ », quand le neveu, jeune loup Tancredi, s'adresse au prince Salina, figure d'une aristocratie décadente, et lui dit « Si nous voulons que tout demeure tel que c'est, il faut que tout change. » Donc rien ne demeure. Moi, j'ai vu la traduction que j'ai eue, la traduction exacte, j'ai cherché dans plusieurs. Bon, alors cette réplique a été longtemps considérée comme l'apologie de l'immobilisme. Or, personne aujourd'hui ne souhaite ou ne doit souhaiter que notre monde reste tel quel, bien au contraire. Il faudrait que nous soyons dans la réparation de notre monde pour une part, et dans un progrès. Il faudrait s'entendre d'ailleurs sur ce que le terme de progrès recouvre, un progrès en tout cas qui profiterait à tous. Il faudrait que nous soyons des pessimistes, non, ou des optimistes éveillés. Mais alors, si c'est des pessimistes, il ne faut pas qu'ils soient lunaires ou apathiques, genre aquabonistes, mais des pessimistes organisés, selon la formule de Pasolini, dans le sens où nous aurions des consciences éveillées, où nous serions des hommes et des femmes aptes à mettre en œuvre des poches de résistance, pour que le monde change vraiment, pour le meilleur et non pas pour le pire. Vous me direz, c'est un vieux pieux, mais la période s'y prête. Et ce soir, nous avons la très grande chance d'accueillir Michel Viehborka. Ses travaux et sa parole ne peuvent qu'éveiller nos consciences. Un très grand merci à vous. Je vais donc passer la parole à Jacques Martin, qui a souhaité vous présenter. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Bonsoir. Michel Viehborka, vous êtes docteur d'État, ès-lettres et sciences humaines, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, et depuis 2009, vous êtes administrateur de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme. Vous êtes directeur du Centre d'analyse et d'intervention sociologique entre 1993 et 2009. De 2006 à 2010, vous avez été président de l'Association internationale de sociologie. Vos recherches ont portent sur la notion de conflit, le terrorisme, la violence, sur le racisme et l'antisémitisme, sur les mouvements sociaux, la démocratie, ainsi que sur les phénomènes de différence culturelle. Dans un essai récent, qui s'est intitulé « Métamorphose ou déchéance, où va la France ?», vous précisez que dans quel état la France se sortira-t-elle de la pandémie. Vous demandez si le pays est capable d'affronter les défis contemporains. Vous faites intervenir la notion inhabituelle en France en formulant que la France se métamorphose, terme que vous empruntez au sociologue allemand Ulrich Beck. C'est-à-dire qu'elle se transforme en profondeur après avoir constaté la déstabilisation de toutes ses certitudes
et qu'est-ce qui vous incite à postuler ceci? Donc, nous sommes très avides de connaître votre diagnostic pour savoir si la France est en déchéance ou pas. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Meilleurs vœux, puisque nous commençons l'année ensemble. C'est sympathique, je trouve. Donc, merci de l'invitation. Et quel plaisir de pouvoir être ici, parce que nous avons remis 2 ou 3 fois le rendez-vous pour cause de pandémie. Donc, c'est aussi une joie de pouvoir se retrouver ce soir. Alors, j'ai commencé à réfléchir au livre qui vient d'être évoqué au tout début du confinement. Et je voudrais en dire un mot. Parce que je me suis dit, bon, je suis un intellectuel, je suis un chercheur, je confine, donc je suis chez moi, je ne bouge pas trop, je vais écrire. Et puis je me suis dit, un très grand nombre de livres vont sortir sur ce que j'ai vécu pendant la pandémie, et puis aussi d'autres livres vont sortir, les uns vont dire changement anthropologique majeur, ce que vous venez d'évoquer, tout va changer, d'autres vont dire rien ne va changer. Ceux qui ont dit que tout va changer, certains ont dit ça sera encore mieux, d'autres ont dit ça sera bien pire. Enfin, donc je me suis dit, on va laisser ça non pas complètement de côté, mais je vais essayer de réfléchir en introduisant 2 éléments qui sont très importants à mes yeux. Alors que nous sommes dans une période historique en France où domine ce qu'un très bon historien, François Hartog, appelle le présentisme, tout sur l'actualité, si vous voulez. Eh bien, premièrement, donc, par rapport à cette idée de présentisme, de vivre dans l'actualité, regardons un peu la longue durée. Regardons un peu les choses en ayant, non pas le nez sur le guidon, mais en prenant un peu l'air du large. Et puis, deuxièmement, et je suis très content que vous ayez cité Ulrich Beck, ce collègue allemand, qui était quelqu'un de merveilleux, il est décédé il y a 5-6 ans, il avait une formule forte, que vous retiendrez, je pense. Il disait... Il faut faire attention à ne pas tomber dans les dérives du nationalisme méthodologique. C'est une belle expression, ça voulait dire quoi? Le nationalisme méthodologique, avoir comme méthode, comme démarche intellectuelle, de tout penser uniquement à l'intérieur du cadre national. En mauvais français, être franchouillard. Je passe du concept à la langue qui est plus courante. Et donc, si vous voulez, je me suis dit, longue durée, et pas d'ethnocentrisme, pas d'enfermement. Voilà. Donc, une fois qu'on a dit ça, à quoi j'arrive? J'arrive avec quelques idées que je vais vous soumettre. Donc tout ça, c'est pour ouvrir une discussion. C'est vraiment des idées, des hypothèses. J'essaierai de vous dire sur quoi je les fonde, bien sûr. Première remarque, et peut-être la plus lourde, je vais le dire comme ça. Nous vivons un moment de crise de toutes les médiations, de crise des corps intermédiaires. Alors je pourrais le dire de façon très critique et très polémique, même vis-à-vis du pouvoir actuel. Je vais essayer de le dire en termes moins critiques ou moins polémiques, non pas pour exonérer le pouvoir, mais parce que je pense que les problèmes ont justement une certaine épaisseur historique. Qu'est-ce que veut dire l'idée qu'il n'y a pas de corps intermédiaires aussi actifs que par le passé? Les corps intermédiaires, c'est ce qui permet de faire le lien entre la société civile et le pouvoir d'État. Alors, le lien, il peut avoir été plutôt créé par en bas. Si je vous parle des syndicats, ce n'est pas l'État qui a créé les syndicats. Le lien, il peut avoir été créé plutôt par en haut. L'État peut créer des organismes indépendants, bien sûr. Mais les corps intermédiaires, c'est ces lieux qui permettent le traitement des demandes sociales, culturelles, politiques, qui viennent d'en bas et qui, si elles ne sont pas traitées justement par des médiations, aboutissent à une sorte de face-à-face entre le bas et le haut. Ou pire encore, une sorte d'incompréhension totale parce que l'un fonctionne horizontalement, le bas, et l'autre fonctionne verticalement, et de bas en haut, le haut. Je vais illustrer tout de suite cette remarque. Le mouvement des Gilets jaunes était horizontal. Ce n'est pas une critique. Ils ne savaient pas, ou ils ne pouvaient pas, ou ils ne voulaient pas négocier, avoir des leaders, s'organiser, devenir un acteur politique. Ils refusaient tout ça. C'était vertical. Il était horizontal. Et pendant ce temps-là, le pouvoir, lui, fonctionnait de haut en bas. D'où le grand débat dont on parlera peut-être tout à l'heure. Et donc, si vous voulez, que se passe-t-il? Eh bien, depuis plusieurs années, ça ne date pas d'aujourd'hui, nous voyons s'affaiblir les médiations, les corps intermédiaires.
C'est un thème important depuis les Lumières, depuis Montesquieu. Je ne vais pas vous faire trop de références historiques ou littéraires ou philosophiques, mais Montesquieu a des phrases très belles dans lesquelles il dit, à propos de la monarchie, quand on supprime les corps intermédiaires, il ne le dit pas comme ça mais presque, eh ben, lui il ne peut pas dire on va vers la Révolution, enfin on va vers des grands drames. Tocqueville, après la Révolution française, pareil. Donc Tocqueville, qui est plus conservateur hein, que Montesquieu, mais enfin qui est le penseur de la démocratie, Tocqueville dit « les corps intermédiaires, c'est... » Il faudrait que je retrouve la citation, parce qu'elle est pas mal, la citation de Tocqueville. Je l'ai notée ici. Qu'est-ce qu'il dit exactement, Tocqueville? Voilà, il dit que les corps intermédiaires sont un obstacle à la centralisation des pouvoirs. Et il dit aussi, je le cite, que les corps intermédiaires permettent d'intéresser les citoyens à la vie publique. Très important. Si on veut que fonctionne la démocratie, il faut qu'il y ait des corps intermédiaires. C'est un peu... Alors qu'est-ce qu'on a vécu? D'abord, la politique. C'est quand même, comment dirais-je, pas très nécessaire de dire les choses lourdement. Enfin, le Parti communiste a disparu ou presque depuis 30 ans, 40 ans. Le Parti socialiste, c'est pas brillant, je ne commenterai pas davantage. Donc côté gauche, si vous voulez, il reste la gauche de la gauche, Mélenchon, et puis c'est tout. Et peut-être les écologistes, qui sont quand même pas une figure classique de gauche. Et puis côté droite, ben on a tous vu aussi que aujourd'hui il y a un petit espoir de recomposition d'une droite à droite, parce que ils ont su choisir une représentante de façon réussie, je pense, avec une primaire, etc., Valérie Pécresse. Enfin, on ne peut pas dire que la droite se soit fortement recomposée. Et donc, on est un pays où le système politique classique, qui assurait justement les plus importantes des médiations, fonctionne mal. D'un côté, une gauche de la gauche, à l'autre bout, des extrêmes droites, on en a deux maintenant, on en avait qu'une il y a encore quelques mois, et entre les deux, au milieu, un centre qui exerce le pouvoir d'État sans avoir ni de gauche ou de droite, ou en se prétendant et de gauche et de droite. Donc si vous voulez, je n'insiste pas trop lourdement, mais première médiation qui disparaît, celle-là. Et ici, je serai un tout petit peu critique par rapport au chef d'État, ça arrange le chef d'État. Le chef d'État a joué cette déstructuration de l'espace classique de la politique. Chaque fois qu'il peut, il va, comment dirais-je, aspirer l'électorat de droite ou l'électorat de gauche. Je ne rentre pas dans toutes les histoires qu'on peut imaginer. Deuxièmement, les syndicats. Le syndicalisme en France, il peut être plutôt radical, en rupture, si je peux dire. Il peut être aussi plutôt réformiste. Les deux traditions existent. Il y a eu des moments où elles ont pu se rapprocher, fonctionner pas trop mal ensemble, et des moments où, au contraire, c'est la guerre. Mais si je vous dis, par exemple, 1936, j'évoque un moment où les syndicats, tous les syndicats marchent ensemble, si je peux dire. Il y a d'autres moments où c'est très, très tendu. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu les syndicats, disons, à tendance plutôt révolutionnaire ou rupturiste, se radicaliser, d'un côté. On a vu la CFDT et d'autres syndicats moins importants, réformistes, jouer la carte des réformes. Et un pouvoir, là aussi je vais être critique, un pouvoir dire, moi, la CFDT, je ne l'écoute pas. Écoutez Laurent Berger, quand il parle il a souvent fait des déclarations à ce sujet, le patron de la CFDT est très amère de voir qu'elle n'a pas entendu. Et si la réforme des retraites a été l'échec que l'on sait, c'est parce que le pouvoir a snobé la CFDT. Faut dire comme ça. Et donc on a un syndicalisme qui va mal. Le syndicalisme en France n'a jamais été fort, contrairement à d'autres pays. Et d'ailleurs, la France, contrairement à ce qu'on entend à longueur de déclaration des leaders socialistes, la France n'a jamais été, au sens précis du mot, social-démocrate. Parce que, historiquement, la social-démocratie, je vais le dire de façon imagée, c'est un socle syndical, les syndicats, et le parti se pose dessus. Bon, on ne peut pas dire que le Parti socialiste ne soit jamais posé sur un socle syndical. Et le modèle communiste est un tout autre modèle. Il y a bien le syndicat et le parti, mais dans le modèle communiste, le syndicat, le CGT en l'occurrence, c'est une courroie de transmission. Ce n'est pas du tout ce qui dicte au parti
comment il doit être. Donc la France n'a jamais été social-démocrate, et si on voulait faire une histoire du syndicalisme en France, et la comparer avec ce qui se passe dans d'autres pays, on verrait vraiment que notre pays n'a jamais été très fort de ce point de vue-là, n'a jamais été très puissant du point de vue syndical. Mais, donc voilà des corps intermédiaires qui vont mal. Je vais continuer avec les corps intermédiaires encore un tout petit peu pour passer ensuite à un deuxième registre. On a vu aussi apparaître des débats très violents à propos de la laïcité. Je vais en parler tout à l'heure. Mais une des conséquences de ces débats, ça a été la disparition d'un autre corps intermédiaire qui s'appelait l'Observatoire de la laïcité. Certains d'entre vous avaient peut-être suivi cette affaire. Il se trouve que c'est un dossier que je connais très bien. En gros, l'Observatoire de la laïcité était dirigé par Jean-Louis Bianco, un ancien secrétaire de l'Élysée, quelqu'un de très proche donc de Mitterrand, et un homme très intègre. On peut pas être d'accord avec ses orientations, mais c'est un homme très respecté. Il a été accusé, et le secrétaire général aussi de cet observatoire, je vais le dire de façon un peu rapide, d'islamo-gauchisme. Bon, ce qui était totalement excessif et injuste. Bon. Mais les accusations ont été tellement fortes que cet observatoire a été purement et simplement liquidé. Et qu'est-ce qu'on met à la place de cette institution qui était non pas complètement indépendante, en France ça n'existe pas toujours, pas souvent, il y a toujours besoin de subventions. Enfin, qu'est-ce qu'on fait par rapport à une institution, disons, autonome? Eh bien, on la remplace par une structure interministérielle basée au ministère de l'Intérieur. Autrement dit, le pouvoir d'État directement. Je voudrais ne pas aller trop loin, donc je pourrais continuer comme ça. Mais la tendance générale, je pense que parce que je pourrais donner d'autres exemples, où on a à la fois un mélange, parfois un mélange d'affaiblissement ou de faiblesse des corps intermédiaires et de volonté politique d'aller encore plus loin dans leur faiblesse. J'en donne peut-être un autre exemple. Les grandes associations. Vous avez tous entendu parler de la Ligue de l'enseignement, de la Fédération Léo Lagrange. C'est d'énormes associations qui font un travail très souvent très important pour accompagner l'éducation dans des activités sportives, culturelles. Enfin, c'est un monde très militant, très à gauche, mais qui est indispensable au fonctionnement de la vie collective. Eh bien, ces associations ont mal vieilli, il faut le dire. Moi, je le dis avec beaucoup d'amitié parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont dans ces organisations. Elles ont mal vieilli d'un côté, mais d'un autre côté, on leur coupe les subventions, on leur donne uniquement sous certaines conditions, ou bien encore, alors ça a été pour la Ligue de l'enseignement la catastrophe, ce genre d'association, ça vit avec des gens qui sont mis en délégation. On prend des instituts et on leur dit, vous vous occupez d'activités liées à la Ligue de l'enseignement. Et bien on a supprimé un très très grand nombre de ces délégations. Et donc elles sont obligées d'essayer de vivre autrement. Donc, je résume ce que je voulais vous dire sur ce premier ensemble. Je pense que notre pays a vu s'affaiblir ces médiations classiques, celles qui étaient nées souvent de la période industrielle et de la Troisième République, ou juste après la guerre, ce qu'on appelle souvent les 30 Glorieuses, et qu'à la place, on n'a pas vu grand-chose. Alors on a eu deux promesses qui n'ont pas fonctionné. Donc je voudrais aussi en dire un mot. Je suis assez critique, mais vous allez voir que la critique ne concerne pas simplement le pouvoir. La première promesse qui est une fausse promesse, c'est la nomination d'un haut commissaire au plan. Alors, notre moyenne d'âge doit être suffisamment élevée pour que la plupart d'entre nous rappelions de ce qu'était le haut commissariat au plan. Dans les années 60, 70, 80 et jusqu'en 2005 ou 2006, De Gaulle avait dit une ardente obligation. Et le plan, c'était quoi? C'était un lieu où se rencontraient toutes sortes d'acteurs pour réfléchir à la façon de définir les grandes politiques publiques. Et donc vous aviez au plan, mais c'était des centaines de personnes, peut-être des milliers de personnes, qui se retrouvaient, des syndicalistes, des représentants du patronat, des organisations professionnelles, des élus, des gens de la haute administration, enfin, tout ce qui fait vivre la société civile, ça discutait, ça réfléchissait, et ça aboutissait à des propositions. Le gouvernement suivait ou ne suivait pas, c'était autre chose. Mais il y avait un lieu d'effervescence intellectuelle qui était vraiment un lieu de médiation. Et puis tout ça a été supprimé, c'est vrai que je ne charge pas simplement le pouvoir actuel, tout ça a été supprimé il y a déjà une quinzaine d'années, à peu près.
Et, bonne nouvelle, on nous annonce que ça va être recréé. Simplement, ce qui a été recréé, c'est absolument pas, même si l'étiquette c'est Haut Commissariat au Plan, c'est absolument pas un Haut Commissariat au Plan. C'est pas le lieu qui prépare notre avenir. C'est tout au plus quelques moyens donnés à François Bayrou pour, de temps en temps prendre un rapport. C'est pas du tout l'esprit du plan dont j'ai pu vous parler. Donc vous voyez ce genre de choses. Alors, je pourrais continuer. Je voudrais évoquer une deuxième piste qui mérite intérêt, mais qui pour l'instant n'est pas suffisamment suivie. On pourrait dire, si les corps intermédiaires manquent, et en premier lieu la représentation politique, peut-être faut-il injecter davantage de démocratie participative. C'est une idée intelligente. Elle avait été mise en avant par Ségolène Royal dans sa campagne présidentielle il y a déjà un certain temps, je crois que c'était en 2007, c'est ça. Bon. Mais c'est une idée, et c'est une idée qui ne donnait pas lieu à grand-chose ces dernières années, jusqu'au jour où le chef de l'État a annoncé une importante initiative de démocratie participative à propos du climat, du changement climatique, et la mise en place d'une commission tirée au sort, 150 membres, dont, a-t-il dit, les recommandations seront toutes validées. Donc l'idée était très intéressante. En réalité, le résultat est moyen, je ne dirais pas nul. Le contenu est très intéressant. Ces 150 personnes ont fait un travail merveilleux, ont auditionné des experts, ont discuté, enfin c'est un très beau travail. Mais leurs recommandations n'ont été suivies que très, très, très partiellement. Il y a beaucoup d'amertume si vous lisez les commentaires que font les anciens membres de cette commission. Et donc une belle idée, la démocratie participative, je dirais finalement, ne renouvelle pas la démocratie et ne remplace pas les institutions de part. Donc premier ensemble de remarques, crise des médiations, crise de la représentation. Et quand il y a une crise de la représentation, eh bien, ça ouvre un espace au vide, si je peux dire les choses de cette manière-là. Si vous n'avez pas les corps intermédiaires, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a plus de violence, il y a plus de haine, il y a plus de méfiance. La France est un pays où la méfiance est exceptionnellement haute dès qu'il s'agit non seulement des élites politiques, des journalistes, parfois des enseignants, des milieux d'affaires, évidemment, et de plus en plus, la méfiance est grande entre les gens. Les chercheurs qui s'intéressent aux inégalités le montrent bien. Certains disent qu'il faut regarder les grandes inégalités. On prend le petit pourcentage des plus riches, le petit pourcentage des plus pauvres, et c'est terrible. Et ça, c'est les travaux de Thomas Piketty. Mais d'autres chercheurs font apparaître des choses non moins intéressantes. Je pense à un sociologue remarquable qui s'appelle François Dubet. Certains d'entre vous connaissez peut-être ses travaux sur l'éducation. François Dubet montre que ce qui est très aigu en France, c'est les petites jalousies, le sentiment des petites inégalités. Pourquoi mon voisin qui habite le même genre d'appartement que moi, qui a tout comme moi, pourquoi est-ce qu'il gagne plus? Vous voyez, c'est ce genre de choses. Et donc les inégalités, c'est ça, c'est on regarde le voisin, on ne regarde pas le très riche, et on n'est pas tous très pauvres. Et donc, si vous voulez, de la haine, de la méfiance, du ressentiment, c'est des sentiments devenus extrêmement puissants en France depuis une vingtaine d'années. Et donc, tout ne date pas d'aujourd'hui. Il y a des travaux très intéressants, un économiste qui s'appelle Cahuc, qui a montré déjà, Al Gore aussi, enfin des économistes qui ont montré ces choses-là depuis déjà un bon moment. Donc voilà un des effets de cette déstructuration. Le deuxième point que je voudrais évoquer maintenant, c'est un autre aspect de la vie collective, c'est tout ce qui touche à l'idée républicaine et à l'idée de nation. Alors, je viens de vous parler des corps intermédiaires qui traitent des demandes, des attentes, etc. Donc qui traitent de ce qui peut diviser une société. Une société, elle est plurielle, elle est multiple. Bon, et donc il faut bien traiter de ce qui nous sépare. Mais pour pouvoir bien traiter de ce qui nous sépare, il faut aussi promettre quelque chose qui nous unisse. Et en fait, dans la culture française, il y a deux grandes valeurs qui peuvent nous unir. La République et la nation. Nous sommes tous des citoyens. Donc là-dessus, il n'y a pas de différence. Et la nation, nous nous sentons tous français. Alors ensuite, il y a des interprétations différentes, mais c'est autre chose. Alors je voudrais d'abord vous dire quelques mots sur ce qui s'est passé avec la République, parce que si on y réfléchit historiquement, on est stupéfait. Si vous êtes à la fin du 19e siècle, c'est pas si loin que ça,
il y a ce qu'un historien, Émile Poulain, a appelé la guerre des deux France. Je simplifie, vous êtes ou bien dreyfusards, républicains, plutôt démocrates, plutôt de gauche, mais pas forcément, ou bien vous êtes anti-républicains, anti-dreyfusards, souvent très catholiques, et en général antisémites, pour caricaturer. Et ces deux France-là sont comme ça. C'est la guerre des deux France. Eh bien, aujourd'hui, tout le monde est républicain. Et c'est tellement incroyable que ce conflit se soit défait, que le parti qui est l'héritier des anti-républicains, comment il s'appelle? Les Républicains. C'est pas un jugement négatif, hein, mais tout le monde est républicain. De Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen. Il n'y a pas plus républicaine que Marine Le Pen, quand on l'écoute. Et ce qui est au cœur des valeurs de la République, la laïcité, est devenu quelque chose d'accepté aussi par tout le monde. La guerre des deux France, tout le monde n'était pas pour la laïcité. Donc aujourd'hui, tout le monde est laïque. Et Marine Le Pen, autant que les autres, sinon plus. Parce qu'en étant laïque, en tout cas le raisonnement que je lui prête, cela permet d'afficher une différence par rapport à ceux qui ne respecteraient pas la laïcité, c'est-à-dire les musulmans, c'est-à-dire l'islam. Donc on est laïque par hostilité envers une religion ou envers un groupe. Mais en tout cas, on est laïque. Et donc, si vous voulez, la France a basculé dans une phase où, au lieu de dire il y a les républicains et les anti-républicains, les laïcs ou les laïcards et les anti-laïcards, tout le monde est républicain, tout le monde est laïque, mais ce qui se passe, c'est que des conceptions opposées de la République commencent à se cristalliser. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et ces conceptions opposées qui se cristallisent principalement à propos de l'islam. Alors l'islam, c'est pareil. On le sait bien sûr, mais on n'y prête pas suffisamment attention. Ça n'existait pratiquement pas en France jusque dans les années 50, 60 et 70. Et dans les années 50, 60 et 70, c'était le fait de travailleurs immigrés qui venaient en France, des hommes qui vivaient à part, qui n'étaient pas du tout dans la société, qui dormaient chez des marchands de sommeil ou dans des cités tout à fait à part, qui n'avaient qu'une idée, retourner au pays. Hein. Et donc, l'islam n'était pas en fait un problème, ni quoi que ce soit d'important pour la France. Tout a changé quand cette population, il y a une expression est devenue une immigration de peuplement. C'est ça l'expression qui a été utilisée au lieu de alors, tout ça, ça a basculé au milieu des années 70 pour deux raisons. Le regroupement familial, qui permettait de faire venir femmes, enfants, et deuxièmement, le début de ce qu'on ne percevait pas encore comme une grande crise économique, mais le choc énorme sur l'industrie, consécutif au premier choc pétrolier, mais aussi des changements brutaux dans les façons d'organiser le travail dans les entreprises. En quelques années, on a cessé d'avoir besoin de cette immense quantité de main-d'œuvre qu'on retrouvait dans ce qu'on appelait les forteresses ouvrières, tous ces travailleurs à la chaîne, chez Renault et autres. Et donc, si vous voulez, mutation, alors je ne rentre pas dans l'histoire de cette mutation, mais en gros, cette population s'est réclamée de l'islam, et l'islam est devenu un problème interne à la France, et on en a pris conscience, en réalité. Alors, dans des milieux, disons, qui s'intéressent à la vie des idées, en lisant un livre de Gilles Kepel, en 86, qui s'appelait « Les banlieues de l'islam », et puis sinon, en 89, avec la première affaire dite de Foulard. Là aussi, les plus jeunes ne s'en souviennent pas, mais les plus âgés, je suis certain, s'en souviennent. On a repris, à l'époque, en 89, quand le principal d'un collège a refusé l'entrée en classe à 3 jeunes filles qui étaient venues avec un foulard, ça a été des discussions passionnelles et, surtout, qui n'avaient plus rien à voir avec le clivage gauche-droite. Ça traversait les familles. Et on a repris à cette occasion un dessin de Carandache, un dessinateur de l'époque de l'affaire Dreyfus, qui avait fait un dessin, c'était 2 scènes. Première scène, une famille est en train de manger autour d'une grande table, c'est très, très chaleureux, c'est très agréable, tout le monde s'entend bien. Et puis la scène d'après, on voit la même table, les chaises sont dessus-dessous, la vaisselle par terre, enfin les gens se sont tapés dessus, c'était évident, c'était très violent. Et la légende c'était, ils en ont parlé de Dreyfus. Eh bien, le dessin a été repris à propos de l'affaire du foulard. Ils en ont parlé. Voilà. Et donc, les passions. Et donc, je pense, on pourra en discuter si vous le souhaitez,
mais que notre pays est rentré dans des crispations autour de l'idée de république et autour de la laïcité parce qu'il est travaillé par cette question de l'islam. Et donc ça, c'est un point très, 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 très important. Et ça va très loin. Ça va très loin parce qu'une polarisation s'est construite à partir de l'extrême droite. C'est-à-dire que c'est l'extrême droite. Vous savez que Jean-Marie Le Pen dirigeait un groupuscule jusqu'en 82-83. Et c'est le jour où un de ses proches, Stirbois, je crois, lui a dit « Tu sais, tu devrais parler davantage des immigrés ». C'est devenu son fonds de commerce. Ce n'était pas son problème au départ. Anti-immigrés et puis ensuite anti-islam. Et c'est de ce jour-là donc que c'est le premier discours à s'être constitué fortement sur l'islam. Et ce discours aujourd'hui continue à, comment dirais-je, à être le point de focalisation. La dernière thèse à la mode, plutôt dans des milieux vraiment très très droite de la droite, si vous voulez, extrême droite, c'est la thèse du grand remplacement. Alors, je peux vous dire, le hasard de la vie fait que je fais un séminaire chaque semaine avec un démographe que certains d'entre vous connaissez peut-être, Hervé Lebrun. Hervé Lebrun, l'autre. Il y a deux bons démographes en France, François Héran et Hervé Lebrun, qui évidemment se détestent. Moi, je suis ami avec les deux, mais ça, c'est autre chose. On dit souvent qu'il n'y a pas place pour deux crocodiles dans le même marigot. Il fait comme ça. Bon. En tout cas, c'est les deux meilleurs, mais de très loin. Et Lebrun a fait des séminaires, il sort un bouquin en quelques semaines sur le grand remplacement. C'est une escroquerie intellectuelle. Sachez-le. Hein. Lisez son livre, vous verrez à quel point ça ne tient pas la route pour qui regarde sérieusement les chiffres. Bon, mais ça marche. Et ça diffuse. Et le point de départ, c'est un littéraire, Renaud Camus, qui a lancé cette idée. Au passage, parce qu'il faut toujours s'intéresser à la circulation des idées, je vous signale que les Américains de l'alt-right, c'est-à-dire l'extrême droite américaine, sont très friands des thèses de la thèse de Renaud Camus sur le grand remplacement. Pour eux, le grand remplacement, c'est pas l'islam ou les Arabes. Pour eux, le grand remplacement, c'est la question noire qui obsède les Américains, les blancs américains. En tout cas, voilà. Alors, je ne développe pas davantage, mais vous voyez, sur ce registre-là, des choses très très importantes se sont passées. Alors, si je m'en arrêtais là, ce serait quand même assez démoralisant. Alors, je vais essayer d'être quand même un peu plus... un peu moins pessimiste, non pas un peu plus optimiste, mais un peu plus optimiste. Et pour me faire comprendre, je vais vous proposer de réfléchir par le bas en regardant qu'est-ce qui conteste dans la société française. Alors, dans le livre que vous avez évoqué, je suis remonté jusqu'en mai 68. Non pas parce que je suis un 68ard échevelé, encore que j'ai adoré mai 68, mais parce que mai 68, c'est ce moment unique, et pas seulement pour la France, unique peut-être quasiment au monde, où le mouvement social de l'ancienne société, la société qui se termine, le mouvement ouvrier, syndical, est mobilisé en même temps que le mouvement social d'une société naissante, le mouvement étudiant. Et donc c'est ça qui est intéressant par rapport à ce que je voudrais vous dire. On peut dire des tonnes de choses sur mai 68. C'est autrement dit, ce qui est intéressant dans mai 68 par rapport à ce dont je vais vous parler, c'est le fait qu'on sort sans le savoir encore, on est en train d'en finir avec la société industrielle. On est en train d'entrer dans un nouveau monde. L'acteur principal contestataire du vieux monde est encore là, et il a des sacrées forces, et l'acteur naissant du nouveau monde est là aussi. Et ils marchent ensemble. Alors, pour bien connaître cette histoire-là, je peux vous dire que ça n'a pas été un long fleuve tranquille, et que les relations entre les étudiants et les syndicats ouvriers et le Parti communiste n'étaient pas tendres. Mais disons, et d'ailleurs, il y a un personnage dont on parle moins que de Cohn-Bendit, c'est Alain Gesmar, pour ceux qui sont les plus âgés. Gesmar, qui était le patron du syndicat des profs, a eu un rôle extrêmement important. C'est lui qui a tordu le bras à la CGT. Il raconte ça dans un livre. C'est-à-dire, la CGT a dit, nous, on ne va pas aller défiler avec les gauchistes, avec Cohn-Bendit, avec tous ces gens-là. Et Gesmar leur a dit, bah, si c'est comme ça, alors il n'y aura pas de défilé. Et ils ont été obligés d'accepter ce moment si rare dans l'histoire, où le mouvement social naissant est mobilisé en même temps que le mouvement social qui commence à finir, si je peux dire. Bon, tout ça n'a pas duré longtemps, ça a duré le mois de mai. Après, c'est autre chose qui s'est passé.
Et donc, si je regarde les luttes sociales de notre pays, je ne vais pas vous refaire tout l'historique, bien sûr, mais je m'aperçois d'une chose. Il y a d'un côté des luttes qui traduisent l'existence d'acteurs qui incarnent plutôt l'ancien monde. Alors, je ne voudrais pas donner l'impression d'être trop négatif, mais disons que ces luttes-là sont soit très défensives, si on vous prend votre emploi, on ferme votre usine, évidemment, vous allez vous mobiliser. C'est soit très défensif, et ça quand c'est défensif, ça me semble très respectable, soit aussi très catégoriel ou très corporatiste. Les mobilisations à propos des retraites avaient des dimensions très corporatistes. C'est-à-dire, en gros, je refuse la réforme parce qu'elle porte atteinte à mes droits acquis, certes, donc c'est pour ça que c'est compliqué, mais elle porte à mes droits acquis de cheminots, d'agents de la RATP, enfin des gens qui ont des retraites, des statuts très, très particuliers. On sent bien quand même que c'est un monde qui défend des, je ne voudrais pas dire des privilèges, mais des acquis qui datent d'une autre époque. Ça, c'est un premier type de lutte. Il y en a encore, mais ça ne me semble pas porteur de l'air. Il y a deuxièmement des luttes qui nous disent, nous on n'est pas des acteurs qui vous disent, nous on n'est ni dans le nouveau monde, ni dans l'ancien monde, on ne veut pas être déposé sur le bas-côté de la route. C'est le côté gilet jaune aussi. Je pense qu'il faut regarder ça avec beaucoup de respect. Je fais partie des sociologues qui, je ne suis pas un fanatique des gilets jaunes, mais qui pensent qu'ils ont posé des vrais problèmes en disant on ne peut pas sortir comme ça d'une période historique et rentrer dans une autre période historique en laissant de côté des populations entières, parce que les gilets jaunes, ce dont ils ont parlé, c'est de quoi? C'est de la mobilité, du prix de l'essence, du désert, des déserts que sont certaines régions entières, parce que les écoles ferment, les hôpitaux ferment, etc. La désertification de certains territoires. Je crois que c'est Hervé Lebras, justement, avait décrit ce qu'il avait appelé la diagonale du vide. En gros, si vous partez je vais le faire pour vous, si vous partez du nord-est de la France pour aller vers le sud-ouest, et que vous traversez le massif, les Vosges, etc., le massif central, ben vous traversez des régions qui se désertifient. Bon. Donc, si vous voulez que les gens disent on ne veut pas de ça, ça se comprend. Mais ils ne nous font pas rentrer dans un nouveau monde. Et puis, et c'est ça qui m'intéresse, il y a dans ce pays, moins fort qu'aux États-Unis, mais ça existe quand même, un certain nombre de contestations qui nous font rentrer dans le nouveau monde. Et c'est pour ça que je les trouve positives. Même si, j'en évoquerai certaines, qui nous font rentrer à reculons. Ça n'est pas simple. Alors, quelles sont les contestations qui nous font rentrer dans un nouveau monde? Écoutez, c'est pas compliqué. Tout d'abord, tout ce qui touche au changement climatique, à l'écologie, à l'environnement. Ce sont des thèmes, non pas nouveaux bien sûr, mais ce sont des thèmes qui nous mobilisent, comment dirais-je, autrement qu'à l'époque de la société industrielle. Si vous êtes un militant, syndicaliste, ouvrier dans les années 50 ou 60 ou 70, il ne faut pas venir vous dire que les usines polluent, qu'on produit trop, qu'il faudrait produire moins, etc. Certainement pas. Bon. Et par contre, à partir des années 70, 80, 90, ont commencé à apparaître des contestations, et aujourd'hui ça a acquis une force énorme avec le thème du changement climatique. Au passage, tout ça ouvre des débats intéressants et compliqués. Je trouve que la question nucléaire n'est pas, du nucléaire civil, je ne parle pas du nucléaire militaire, n'est pas reformulée comme elle devrait l'être. Je m'explique. Ceux qui critiquent le nucléaire n'ont pas beaucoup changé dans leur argumentation par rapport à l'argumentation des antinucléaires que j'avais étudiés dans les années 70 et 80. C'est-à-dire les antinucléaires avaient peur, mais ça c'était pas le plus intéressant, et surtout disaient le nucléaire c'est des décisions prises de manière centralisée par des technocrates, c'est pas du tout démocratique. Et donc c'était une critique de la centralisation que nuisait le parc électronucléaire français. Mais entre-temps est arrivée la question du carbone et du CO2. Et aujourd'hui, tout le monde sait bien que le nucléaire est moins producteur de CO2 que beaucoup d'autres énergies. Et donc le débat serait plus intéressant
s'il était reformulé. Je ne suis pas un pro-nucléaire comme ça, c'est pas ça. Mais si on discutait en regardant ce qui a changé, évidemment. Donc je ne rentre pas dans tout ça, mais c'est pour vous dire tout ce qui touche au changement climatique, à l'environnement, tout ça modifie complètement les choses, et ça les modifie en profondeur, parce que ça atteint jusque l'intérieur des entreprises, y compris industrielles. Je vous en donne un exemple. On voit en ce moment, ou des grandes entreprises qui étaient dans le temps critiquées en tant que capitalistes classiques. Si je vous donne un exemple que j'ai lu tout à l'heure dans un journal. Nestlé, en ce moment, est l'objet d'une campagne extrêmement active à cause des emballages plastiques de ses eaux minérales. Nestlé vend des eaux minérales. Bon, ben voilà quelque chose qui est... si vous êtes un vieux syndicaliste CGT chez Nestlé en 60 ou 70, une campagne comme celle-là est inacceptable. Ben aujourd'hui, dans des entreprises qui produisent, on se pose des questions d'environnement. Deuxièmement, tout ce qui touche à l'égalité homme-femme, qui est aussi un immense chantier. C'est d'un côté le refus des violences, ça on le voit très bien, et alors que notre pays, je vous le disais tout à l'heure, est plus ouvert à la violence, il y a deux domaines où elle régresse, c'est grâce à l'action des femmes, du féminisme, les violences subies par les femmes, et deuxièmement, ça régresse aussi là où il y avait des institutions qui empêchaient qu'on en parle, c'est-à-dire l'Église catholique. Regardez le rapport de la commission Sauvé, qui est quand même extrêmement intéressant et qui a été décidé courageusement par l'épiscopat, ce qui n'était certainement pas simple. Bon. Mais si vous voulez, en dehors de ça, la violence progresse en France. Mais en tout cas, tout ce qui touche, 1, au refus de la violence subie par les femmes, 2, à l'égalité, en particulier salariale, dans le travail et dans l'emploi. Aujourd'hui, c'est de plus en plus net. C'est inacceptable. Il y a des mobilisations de plus en plus. Mais tout ce qui pourrait aussi conduire à poser des questions qui touchent à la vie et à la mort, l'avortement, la contraception, etc., tout ceci dessine un immense paysage de contestations qui, à mon avis, sont des contestations qui nous font rentrer complètement dans un monde nouveau et qui n'ont pas fini de se faire. Alors, ça prend parfois un tour extrême quand il s'agit d'orientation sexuelle, par exemple. Enfin, regardez les débats actuels sur les transgenres, par exemple, on rentre dans des choses vraiment très très neuves. Et à mon avis, ça n'est que le début de toutes sortes de discussions. Donc, environnement, femmes. Troisième registre, les transformations de la question du racisme et de la race. Pendant longtemps, se mobiliser contre le racisme consistait en France à dire l'idée de race est inacceptable scientifiquement. Un biologiste vous dira, ou quelqu'un qui fait de la génétique des populations, ou des scientifiques vous diront scientifiquement les races humaines n'existent pas, puisque la différence entre deux supposées races n'est génétiquement pas plus importante que la différence génétique entre deux individus d'une même supposée race. Donc ça ne tient pas. Donc scientifiquement, ça ne marche pas. Mais on s'aperçoit qu'il y a des mobilisations de plus en plus fortes autour de l'idée de race et d'une idée qui n'est plus tellement l'idée française, scientifiquement il ne faut pas parler de race, que plutôt l'idée américaine. Alors c'est quoi l'idée américaine de la race? Moi j'ai mis longtemps à comprendre ça, mais je vous assure que c'est très très important. Aux États-Unis et dans le monde anglo-saxon en général, la race est une construction sociale. C'est-à-dire que la race, c'est ce que des gens décident de considérer comme une race. Et donc, c'est au second degré, si vous voulez. Et donc, vous pouvez très bien parler de race sans être raciste aux États-Unis. Moi, j'ai des collègues qui sont des sociologues vraiment incontestables dans leur sens de la démocratie, des valeurs, etc., mais pour qui parler de race humaine n'est pas un problème, parce qu'ils ont en tête l'idée que c'est une construction sociale. Alors, pourquoi ça a modifié le paysage? Ça modifie le paysage énormément, parce que du coup, ça donne à certaines contestations soit plus de poids, soit des risques de dérive. Il faut voir les deux aspects. Plus de poids, parce que ça permet de se mobiliser en disant « Vous dites que je suis noir, eh bien oui, je suis noir. Et à partir de là, je vous demande d'accepter que je me définisse comme ça dans un combat contre le racisme auquel, évidemment, des gens de toutes les couleurs,
devraient participer. Ça, c'est le bon aspect, ça donne plus de force à certaines mobilisations. Ça permet de donner une identité, si vous voulez, à des acteurs pour se mobiliser. Mais ça mène aussi à des dérives extrêmement ennuyeuses. Et qu'il ne faut pas les minimiser. C'est quoi les dérives? Moi, je vais les expliquer ou les présenter en parlant d'un certain nombre d'épisodes. C'est quand, par exemple, des gens disent, nous, on va se réunir entre racisés, c'est ça le vocabulaire, et on veut discuter uniquement entre nous. Et à la sortie de nos réunions, eh bien, on mènera un combat contre ceux qui ne sont pas comme nous. Et donc, on dénoncera les Blancs, et on parlera de guerre des races. On rentrera dans la guerre des races. Vous voyez, c'est ce genre de dérive qui existe. Il y a eu quelques affaires. Bon, c'est aussi ce qu'on appelle parfois la cancel culture, la culture de l'annulation. Vous avez peut-être vu cette expression. La culture de l'annulation, c'est des gens qui disent, écoutez, un tel était raciste, donc on supprime la rue qui porte son nom, on fout en l'air sa statue, etc. Alors, moi je trouve très intéressant d'apprendre certaines choses. Par exemple, j'ignorais complètement, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, que Colbert, qui pour moi était le grand ministre de Louis XIV, l'État colbertiste, comme on disait, j'ignorais que Colbert, c'était aussi l'homme qui avait promu le code de l'esclavage. Bon, donc c'est vrai, c'est pas mal de rappeler ça. Mais une fois qu'on a dit ça, si on dit maintenant toutes les rues Colbert, les places Colbert, etc. doivent disparaître, si on dit les statues de Colbert doivent être détruites, là je commence à me poser des questions. Alors, il faut certainement trouver des moyens de discuter. Mais lorsque les gens s'enferment comme ça dans des logiques d'intransigeance, ça peut prendre un tour très, très inquiétant. Autre exemple, alors, ceux qui critiquent tout ça vont surtout chercher leurs exemples aux États-Unis, où ces phénomènes sont beaucoup plus puissants qu'en France, en particulier dans les universités. Mais ça existe un petit peu aussi chez nous. Donc, si vous voulez, vous voyez, l'entrée dans un monde nouveau, c'est pas l'entrée dans un monde merveilleux, où les contestations sont toutes belles, pures, sympathiques, progressives. Non, il peut y avoir de tout. Et il peut même y avoir la face la plus sombre, à mes yeux, de l'entrée dans ce monde nouveau, qui est lorsque les contestations deviennent réactionnaires ou délirantes. J'espère que je ne vexerai personne en disant ce que je vais dire maintenant. Réactionnaire, c'est tout ce qui touche à la procréation médicalement assistée et à ce genre de thème. Je trouve que les acteurs de ces mobilisations mettent le doigt sur les problèmes de la nouvelle société, mais qu'ils le font de manière assez réactionnaire. C'est-à-dire, c'est souvent des secteurs, par exemple, d'un catholicisme très, très, très à droite. Très, très, très à droite. Et puis, pour aller encore un peu plus loin, je trouve qu'il y a, dans la contestation du pass sanitaire, des dimensions, je ne ramène pas cette contestation à ce dont je vais vous parler, mais il y a des dimensions que je trouve particulièrement préoccupantes. Quand vous avez des gens qui disent « moi, je ne crois plus à la science », c'est pas la même chose que quand des gens disent « moi, je critique l'usage de la science ». Je vais me faire comprendre par un exemple. Vous avez peut-être vu ce film qui s'appelle « 120 battements par minute ». C'est un film très intéressant, parce que, qu'est-ce qu'on voit? Autre chose, bien sûr. Mais on voit des gens qui disent « on n'est pas contre la science ». Contre les laboratoires pharmaceutiques. Non, on veut accéder plus vite, tout de suite, aux médicaments qui peuvent nous sauver. C'est des malades du sida, ou les victimes du sida. Donc c'est des gens qui ne sont pas contre la recherche, contre la science, mais qui disent on veut qu'elle s'organise autrement, que ça se passe autrement. Très bien. Mais là, ce qu'on voit, c'est autre chose. C'est des gens qui disent je ne crois plus dans la science. Le vaccin, c'est pas sérieux, etc. Je n'écoute pas les scientifiques qui en parlent. Bon. Et non seulement je n'y crois plus, mais je me fabrique moi-même mes connaissances. Et là, on rentre dans le rôle d'Internet, des réseaux sociaux et toutes ces choses-là, qui permettent à chacun d'entre nous, mais de devenir un immense spécialiste de la vaccination, etc. Évidemment. Alors, quand on n'a pas été formé scientifiquement à quelque chose, quand on est autodidacte dans un domaine, on risque de faire des bêtises, on risque de s'embarquer dans des choses. Et moi, je pense que dans la contestation de la vaccination, il y a des choses respectables. Moi, on a tous, je suppose ici, suffisamment d'amis qui refusent d'être vaccinés, de proches qui refusent la vaccination pour savoir qu'il y a des gens tout à fait raisonnables dans cet univers. Mais il y a aussi au cœur de tout ça le refus de la science, le refus de la raison. On rentre dans l'univers de la croyance. Et on n'est plus dans l'ordre. Bon,
Mais ces mouvements-là étaient aussi impensables dans le temps. Il y a bien eu des gens qui n'aimaient pas Pasteur et la vaccination, bien sûr, mais ça n'a pas pris ce côté anti-science, anti-raison et anti-valeurs universelles. Et donc, j'ai peut-être déjà un peu trop parlé, j'ai encore un tout petit peu, encore quelques minutes, mais ce que je voudrais vous dire, c'est ceci. Je pense qu'il y a à espérer que des contestations vont continuer à se développer sur des enjeux nouveaux, sans oublier les enjeux sociaux plus classiques, le côté gilet jaune, si vous voulez. Il n'y a aucune raison que ces gens-là restent comme ça sur le bas-côté. Et que ces contestations, le danger qui les guette, je vais le dire en termes un peu abstraits, c'est de passer de l'universalisme au relativisme. C'est-à-dire, au lieu de mener des combats qui mettent en jeu les enjeux qui concernent toute la société et qui permettent le débat, le conflit où on discute, où on échange, eh bien, des gens s'engagent plutôt dans des logiques de rupture, de non-discussion, de non-négociation, de non-compromis possible, où c'est croyance contre croyance, si vous voulez, hein, et où on rentre dans des logiques. Il y avait un philosophe nazi que les gens de gauche français aiment beaucoup, qui s'appelait Carl Schmitt, qui a formalisé ça de façon très simple. Il dit on rentre dans des logiques amis-ennemis. Alors si on est dans des mondes où il n'y a plus que nos amis et nos ennemis, on court à la catastrophe. Et donc il y a quelques liens entre ce que je vous ai décrit de l'évolution des médiations qui s'affaiblissent et l'entrée difficile dans un nouveau monde où le risque est que les gens, au lieu d'accepter les valeurs universelles, au lieu de se demander comment négocier, discuter, etc., entrent dans des logiques de rupture et de guerre des races, de guerre des genres et ce genre de choses. Alors voilà, si vous voulez, l'essentiel de ce que je voulais vous dire. Alors, on pourrait ajouter beaucoup de choses, mais je pense que l'heure a pas mal tourné, mais je voudrais ajouter une ou deux choses. Ce qui se passe avec la pandémie, après que je vous ai dit que je ne souhaitais pas faire comme beaucoup de mes collègues, uniquement vivre la pandémie, mais on peut quand même se demander quel est son impact. Alors, premièrement, il faut bien avoir conscience que ça n'est que dans 50 ou 100 ans que l'on pourra parler sérieusement de l'impact de la pandémie. J'ai lu un livre qui m'a passionné d'un historien, je ne sais plus s'il est hollandais ou allemand, qui s'appelle Philippe Blom, B-L-O-M ou 2-O-M, je ne sais plus, qui raconte ce qui s'est passé au moment de que les historiens ont appelé la petite ère glaciaire, ou la petite glaciation. Alors on est à la fin du XVIe siècle, je crois, et quelque part, un volcan, enfin c'est ce que raconte cet historien, même s'il a tort, l'idée est intéressante. Et quelque part, un volcan entre en éruption, envoie des tonnes de cendres, de poussière dans l'atmosphère, ce qui fait que le soleil ne peut plus réchauffer la planète comme il le faisait jusque-là. Glaciation générale, dans le monde entier, y compris en Europe. Et il dit au début, il se passe un certain nombre de choses, donc c'est comme la pandémie, d'une certaine façon, une catastrophe. Alors un certain nombre de choses, il y a des violences terribles, on brûle des sorcières, on persécute des juifs, enfin, tout ce qu'on sait faire quand on est dans une période un peu de chaos. On fait des sabbats, il y a aussi des scènes de débauche, tout ce qui peut se passer quand il y a une grande catastrophe. Et nous dit cet auteur, si on regarde les choses 50 ou 100 ans après, on s'aperçoit que c'est comme ça que c'est parce qu'il y a eu cette catastrophe qu'on a inventé la pensée moderne. On est sorti de la Renaissance pour complètement inventer ce qui allait conduire aux Lumières. Et donc il le développe plus précisément que je peux le faire ici, bien sûr. Il explique ça. Alors, il a peut-être raison, il a peut-être tort. Il dit aussi là qu'il y a des pays qui n'ont pas su faire ce passage, qui n'ont pas su rentrer dans cette phase de la modernité, en particulier l'Espagne. Mais les Pays-Bas, l'Angleterre, entrent dans une modernité qui leur est rendue possible grâce, si je peux dire, à cette catastrophe. Alors, je ne veux pas... Ça mériterait beaucoup plus de discussion, hein, cette thèse, mais je la signale juste pour vous dire, le raisonnement est intéressant. On regarde 50 ou 100 ans après ce qui s'est vraiment passé. Donc, n'allons pas trop vite. Mais on a vu quand même certaines choses dont on peut parler. Donc, c'est par ça que je voudrais peut-être conclure cet exposé. Premièrement, et peut-être le plus important, nous sommes entrés massivement dans l'ère du numérique. On y était déjà, on y rentrait.
Mais jamais on n'aurait imaginé que ça irait si vite. Regardez les discussions actuelles sur le télétravail. Regardez comment nous avons vécu le confinement. Nous avons téléphoné, nous avons utilisé Internet, les réseaux sociaux, nous avons fonctionné beaucoup de cette manière-là. Et donc, on est rentré dans cette ère du numérique. Moi, je le vois dans ma discipline, les sciences sociales. Je vais vous dire une chose. Il y a 7-8 ans, peut-être 10 ans, j'ai publié un petit bouquin que j'avais intitulé « L'impératif numérique ». Et c'est un petit bouquin pour dire à mes collègues, écoutez quand même, regardez, ça existe le numérique. Faites-en quelque chose. Les sciences sociales françaises, alors, étaient complètement à côté du numérique, pratiquement. Très très peu de chercheurs s'en servaient, sinon pour envoyer des mails. C'était le maximum d'utilisation. Bon. Aujourd'hui, c'est le contraire. Alors évidemment, les chercheurs, ils ne pouvaient pas faire de recherche, ils étaient confinés. Alors, quand vous ne pouvez pas aller sur le terrain, quand vous ne pouvez pas aller dans les bibliothèques, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous cherchez sur Internet. Et par exemple, une des choses les plus intéressantes que j'ai lues sur les Gilets jaunes, c'est une enquête qui a été faite à partir des tweets, de tout ce qui a circulé sur les réseaux sociaux de la part des Gilets jaunes. On a accès à tout ça. Ça permet de rechercher quels sont les mots qu'ils utilisent le plus souvent, quels sont les lieux où il y a le plus de communication, etc. Et ils ont montré des choses très intéressantes. Et donc, la recherche en sciences sociales est rentrée mais massivement dans l'ère du numérique. Le commerce, regardez l'explosion de ce qu'on appelle le e-commerce, sur le modèle d'ailleurs chinois. C'est les Chinois qui sont souvent en avance là-dessus. Bon. Enfin bref, on est rentré dans l'ère du numérique, ça je pense c'est un premier point. Et puis il y a un deuxième point que je voudrais, alors en bien et en mal, hein, je ne défends pas ça, je le constate. Et le dernier point sur lequel je voudrais peut-être dire un mot, c'est qu'il me semble que ça a été l'occasion, en même temps, de prendre conscience que dans cette société, il y avait toutes sortes d'acteurs possibles, mais aussi parfois impossibles. Alors, quels ont été les acteurs possibles? C'est les professionnels de la santé. On les a entendus, ils ont obtenu un Ségur, ça vaut ce que ça vaut, c'est pas suffisant. Beaucoup de gens disent qu'aujourd'hui l'hôpital va très mal et qu'on est loin d'avoir fait les réformes qu'il fallait, mais enfin, il y a des groupes sociaux qui se sont fait entendre. Cela. Il y a des groupes sociaux dont on a pensé qu'ils s'étaient fait un peu entendre et reconnaître, mais qui en fait étaient ignorés. Vous vous souvenez de la caissière de supermarché? C'était une icône. Bon, elle n'a pas obtenu un sou de plus ou un gramme de reconnaissance de plus après tout ça. Bon, et on parle pourtant de ces. Mais il y a des populations qui ont été purement et simplement abandonnées ou ignorées, et j'en cite deux parce que c'est des choses très importantes. Et qui vont me permettre de boucler quelque chose que j'ai dit tout à l'heure. Premier groupe qui a été ignoré, les étudiants. Alors, il se trouve que la ministre actuelle m'a dans le nez, et moi je l'ai dans le nez aussi, donc je ne suis pas tout à fait objectif dans ce que je vais vous dire, mais quand même, pendant 1 an, les étudiants n'existaient pas. On n'en a pas parlé, on ne s'en est pas préoccupé, on les a laissés, et après on dit « Ah ben ils ont des problèmes psychologiques ». Et aujourd'hui, on vous dit qu'il faut des psychologues pour s'occuper des étudiants. Je me méfie toujours beaucoup de ce genre de discours. Non pas que je sois contre la psychologie, mais quand on ne règle pas les problèmes politiquement, alors oui, après on dit on va les traiter psychologiquement. Mais moi je préférerais qu'on réforme l'université et qu'on améliore son fonctionnement plutôt qu'on donne des médicaments aux étudiants pour qu'ils supportent mieux ce qui leur est arrivé. Donc les étudiants étaient à l'abandon pendant près d'1 an. C'est en janvier dernier, donc il y a même pas 1 an, que le gouvernement a commencé à parler d'eux. Ça faisait 1 an qu'ils souffraient. Et le deuxième groupe dont je voudrais vous parler, et je vais boucler avec le début, comme ça, c'est les vieux, et même les très vieux. Bon, il se trouve que j'ai une mère en EHPAD, à Paris. Donc j'ai vu de très près ce qu'a été le fonctionnement de l'EHPAD de ma mère, qui est un bon EHPAD. C'est pas un de ces EHPAD où les gens sont morts comme à Mougins ou autre, dans des conditions terrifiantes. Mais enfin, pendant un moment, les vieux n'existaient pas, n'étaient pas dans les radars, ni du pouvoir, ni même des directions, en tant que personne, ni même des directions de ces établissements. Alors quand je dis qu'ils n'étaient pas dans les radars du pouvoir, c'est très simple. Rappelez-vous les communiqués quotidiens, le soir, du directeur de la santé, pour nous dire le nombre de décès. Il ne parlait pas du nombre de... Il présentait les décès comme si c'était l'ensemble des décès,
Et il ne disait pas que à peu près 35%, peut-être 30, 40% des décès, c'était dans les EHPAD. Et donc, si vous voulez, voilà, il y avait un monde qui n'existait pas. Et puis, au niveau des directions, c'était pareil, c'est-à-dire le sens de l'existence, la capacité d'avoir des relations, de communiquer, d'échanger, de ne pas être complètement paumé, de ne pas être isolé, tout ça, on s'en fichait. La seule chose qui comptait, c'était de s'assurer qu'on prenait des mesures sanitaires minimales qui permettaient d'éviter le pire, qui était même d'ailleurs pas toujours pris. Autrement dit, on a laissé à l'abandon cette population. Et je ne vous parle même pas ensuite des enterrements qui n'ont pas pu être faits. On oublie d'en parler. C'est très important dans une société, les rites. Bon. Alors, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que le chef d'État avait promis une loi grand âge. Elle n'a jamais été votée. Cette loi grand âge aurait dû comporter d'une manière ou d'une autre, conduire à ce que soit créé, justement, un corps intermédiaire, du genre commission consultative ou conseil national, enfin, comme il en existe par exemple pour le handicap. Ça n'a pas été créé. Et donc du coup, avec quelques amis, j'ai une amie qui est très active sur ces choses-là, on a créé le conseil autoproclamé, le conseil national autoproclamé de la vieillesse, ou des vieux, je ne sais plus. Hein, et on a dit, en gros, puisque cette création d'un organe intermédiaire ne se fait pas du haut vers le bas, nous, on le demande du bas vers le haut. Et donc, je fais partie d'un collectif qui a lancé cette idée. Ça a beaucoup plu, je peux vous dire. Il y a eu un article dans Le Monde grand comme ça, enfin, la presse en parle. Et donc, je termine là-dessus. Je crois qu'il faut vraiment faire confiance à la société civile pour demander, exiger des corps intermédiaires qui permettront de traiter les demandes qui peuvent en provenir. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir pour commencer l'année. Et je conclue en résumant tout ce que je viens de vous dire par 3 mots. Le pire n'est pas certain. Certainement beaucoup de questions. Et des critiques, hein, Est-ce que vous avez une opinion sur le débat sur l'islamo-gauchisme? Ça a été lancé par Madame Vidal. vous voulez que j'en parle? Oui, ça te permettra de... Bon, alors je peux vous donner une version courte ou une version longue, c'est ça le problème, parce que c'est une histoire très compliquée. Hein. Mais en gros, si vous voulez, le mot islamo-gauchisme, rien que ce mot, est stupide. Parce que, qu'est-ce qu'il vient de nous dire? Islamo, ça n'est pas islamismo. Je pense que personne ici ne défendra l'islamisme. C'est islamo, c'est-à-dire l'islam et les musulmans qui sont dans le collimateur. Donc, ceux qui dénoncent l'islamo-gauchisme s'en prennent à l'islam et aux musulmans et pas simplement à l'islamisme radical, premièrement. Deuxièmement, gauchisme. Qui est-ce qui est attaqué par cette formule? Mais ce n'est pas les quelques gauchistes qui sont effectivement peut-être islamo-gauchistes. Non, c'est des gens de gauche beaucoup plus raisonnables. Ce n'est pas du gauchisme qui est en jeu, c'est des secteurs de la gauche. Donc, premièrement, l'expression est malvenue. Deuxièmement, cette expression, en fait, elle s'inscrit dans un système sémantique, dans un ensemble d'expressions qui font masse. Et donc, pour vous répondre, je suis obligé d'en rajouter quelques louches. Les mêmes qui dénoncent l'islamo-gauchisme dénoncent, je vais être plus précis dans une seconde, le wokisme, dénoncent la cancel culture, dénoncent les études postcoloniales, dénoncent le décolonialisme, dénoncent l'écriture inclusive, et j'en oublie certainement. Et donc c'est tout un ensemble de choses qui sont dénoncées. Alors, comment est-ce qu'on fait? On prend des choses limitées, des exemples réels de problèmes. Il y a des gens qui déconnent, pour le dire simplement, bien entendu.
et on jette le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire qu'au nom d'une critique fondée de quelques dérives, excès, dérapages, qu'il ne s'agit pas du tout de nier pour moi, au nom de cette critique, eh bien en réalité, on s'écarte de toute réflexion sur les injustices, les discriminations, les protestations, etc. Et donc, le problème, c'est ce que j'ai évoqué un tout petit peu tout à l'heure en vous parlant des gens qui, à propos de la race, disent c'est une construction sociale, et à partir de ça, s'isolent dans des groupes, se définissent comme racisés ou racialisés, et non plus qu'une vision raciale des rapports humains. C'est ça le problème. Et donc, l'islamo-gauchisme, ça a été lancé pour, c'est la première chose, vraiment, non pas du tout pour dénoncer l'islamisme et le gauchisme, mais pour s'en prendre à l'islam en général et à des partis de la gauche, ou du ce qui reste de la gauche, parce que c'est quand même ce qu'il faut dire, de façon beaucoup plus large. Une fois qu'on a dit ça, il faut alors ajouter aussitôt que ça a été porté par quel secteur de la société? En gros, vous m'arrêtez si je suis trop précis, mais en gros, des lambeaux hyper républicains de la gauche. Le côté Manuel Valls, pour donner des noms. Il y a des gens qui viennent de la gauche et qui se réclament d'une vision très pure et dure de la République et qui dérivent quand même vers des positions beaucoup plus à droite. Ça a été ensuite utilisé par des politiques, essentiellement Jean-Michel Blanquer et Frédéric Vidal, donc quand même ceux qui ont la charge de la production et de la diffusion de l'éducation, de la connaissance. Ça a été soutenu aussi par d'autres politiques, par des intellectuels, et souvent, plus on va vers l'extrême droite, et plus on rencontre de gens qui sont sur cette orientation. Mais c'est une orientation qu'on rencontre chez des gens d'une droite très, très, très classique. Alors, je termine juste pour dire que tout ça a pris aussi l'allure d'une chasse aux sorcières, c'est-à-dire les mêmes qui dénoncent l'islamo-gauchisme et autres ont dit « Oh là là, il faut faire la police dans les universités », ça va pas du tout. Bon, et donc exiger peut-être qu'un jour on contrôle le sérieux républicain de chacun de ceux qui sont dans l'université. Bon. Donc il y a un petit côté néo-maccarthiste. Vous savez, McCarthy, c'est ce sénateur américain qui chassait les communistes de façon campagne extrêmement violente. Donc ça fait partie aussi de ce paysage. Et là-dessus, une ministre confuse qui a dit n'importe quoi. Quand on lui a demandé c'est quoi cette histoire d'islamo-gauchisme dans les universités, elle a donné comme exemple, tenez-vous bien, l'attaque du 6 janvier 2020 ou 19, je ne sais plus, au Capitole pour empêcher Biden d'être intronisé. Voilà, tout mélangé. Donc je peux me permettre de le raconter parce que je me suis moqué d'elle dans un livre. Donc c'est pas... J'ai fait un petit bouquin pour dire voilà ce qui se passe dans les universités. Donc le livre il est très sérieux sur où en sont les recherches sur le racisme, etc. Et pour me moquer d'elle, j'ai présenté ça comme le rapport qu'elle avait demandé au CNRS. Elle avait dit qu'elle demandait un rapport au CNRS sur ces questions-là. Le CNRS lui a répondu, Madame la ministre, on ne vous fera pas de rapport. Alors moi, pour m'amuser, j'ai dit, ben voilà le rapport qu'elle attend. Alors je ne vous ai pas parlé des études postcoloniales. Moi, je trouve très intéressant qu'on s'intéresse à la décolonisation, qu'on sache quel est l'impact, comment ça... Bon, on a tout mélangé. Ceux qui dénoncent ça mélangent tout. Les études décoloniales, c'est un courant très particulier de recherche en sciences sociales et en économie, qui essaie de montrer qu'il y a un lien entre le capitalisme et la colonisation. C'est ça le cœur de... Bon, pour les gens qui sont un peu au courant des sciences sociales, c'est des gens qui se réclament beaucoup d'Immanuel Wallerstein, hein, pour ceux qui connaissent cet univers. Voilà. Donc, tout ça n'est pas très sérieux, mais il faut le prendre très au sérieux, parce que tout ça est une campagne politique, idéologique extrêmement importante. Le prochain acte, et je termine là-dessus, c'est les 7 et 8 janvier, donc ces jours-ci, à la Sorbonne, un colloque organisé par cet univers-là, ouvert par Jean-Michel Blanquer, et on retrouvera un certain nombre de ceux qui sont dans ces combats. Bonsoir. Une question sur l'éducation nationale. Que pensez-vous de l'état actuel de votre éducation nationale?
du milieu professoral, de l'état des lieux. C'est un vaste sujet. Voilà. Là, il faut, enfin, c'est pas pour me défausser, il faut inviter quelqu'un comme François Dubet, ou enfin, il y a des gens très intéressants. C'est évidemment très controversé, donc c'est difficile d'en parler comme ça. Moi, au début, j'étais enthousiaste quand Jean-Michel Blanquer a pris ses fonctions et qu'il a annoncé qu'il allait dédoubler certaines classes. J'ai trouvé que c'était une mesure géniale. Et puis ensuite, je lis beaucoup de critiques sur tout ça, et dire que ça a été fait au détriment d'autres choses et que c'est pas parfait, etc. Je serai très prudent. Voilà, je vais être très prudent parce que, enfin, on parle de millions de personnes, la plus importante organisation en France, etc. Je ne vais pas vous en parler trop. Ce serait sommaire, voilà. Mais je suis plutôt inquiet. Bonjour. Je suis assez intéressée par la démocratie participative. Il y a beaucoup d'outils qui sont mis en place. Les conseils de quartier, les CIL, les conseils de citoyens, etc. Dès qu'il y a des grands projets au niveau d'une agglomération, il y a des enquêtes publiques qui sont ouvertes, etc. Pour autant, on constate qu'il n'y a pas un grand enthousiasme, qu'il n'y a pas beaucoup d'implication des citoyens, ou que c'est toujours les mêmes, les retraités, entre guillemets, enfin, excusez-moi, plus largement, souvent c'est des retraités. Ça se retrouve après sur des engagements citoyens au niveau des élections. Qu'est-ce qu'on pourrait envisager ou qu'est-ce qui pourrait faire qu'à un moment donné, les outils qu'on propose soient saisis? Merci. Vous posez la bonne question, mais moi je n'ai pas la réponse. Mais je suis d'accord avec vous qu'il y a un foisonnement d'initiatives locales. Un foisonnement. Il y en a partout. Des gens qui veulent faire ce genre de choses. Un premier problème, c'est que ces initiatives ont de la peine à monter, si je peux dire, en généralité, enfin à monter en politique, plus au-delà d'un niveau local. Et que quand elles prennent un tour justement national, alors là on s'aperçoit que c'est parce que je vais en faire. Alors, je pense que la question c'est qu'il faudrait définir plus clairement peut-être la relation entre la participation et la représentation politique. Parce que si la démocratie participative, est-ce qu'elle se substitue à la représentation politique? Est-ce qu'elle la complète? Est-ce qu'elle l'aiguillonne? Ce sont des choses très différentes. Si vous dites... alors, il faut savoir que les premières expériences dont on a parlé de démocratie participative, c'était au Brésil, dans cette ville qui a ensuite accueilli les grandes réunions altermondialistes, le nom m'échappe, ça me reviendra, et c'était, en gros, la municipalité donnait une petite partie de son budget pour la démocratie participative, donc les gens décidaient de l'utilisation du budget. Bon, alors ça c'est une première façon de faire. Il y a d'autres situations où on se permet simplement de consulter les gens, c'est pas du tout la même chose. Qu'est-ce que vous voulez? Donc oui, on consulte ou on donne du pouvoir. Et le pouvoir, si on dit que ce qui sera décidé sera transcrit, qui va décider de transcrire en réalité politique, par exemple, des décisions proposées en délibération ou en participation? Donc, c'est pas si, vous voyez, c'est compliqué, parce qu'il faut définir la relation entre la représentation et la participation. C'est ça qui, pour moi, est le nœud du problème. Dans un pays où ça foisonne en bas, et où de temps en temps, le chef de l'État dit je vais demander à 35 personnes de délibérer sur la vaccination. C'est donc un choix politique. Hein, voilà, mais c'est pas une bonne chose. Ça vient d'en haut. Ça vient d'en haut, et le chef de l'État, il écoute ou il n'écoute pas, il en fait quelque chose, il n'en fait rien. Donc, vous avez raison, s'il n'y a pas un mouvement fort pour promouvoir ces formes de délibération et d'action politique ou citoyenne, ça ne se développera pas. Donc, moi, voilà, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Il y avait un sociologue, qui est mort il y a déjà assez longtemps, qui s'appelait Michel Crozier, il avait dit, c'était même le titre d'un de ses livres, on ne change pas la société par décret. Voilà, donc... et c'est vrai que les gens n'aiment pas l'injonction à participer. Les gens n'aiment pas qu'on leur dise il faut que tu participes. Donc,
il y a une petite réflexion. Vous savez, quand vous avez parlé des acteurs possibles, comme les professionnels de santé, les caissières de supermarché, les gilets jaunes, ça me rappelle une réflexion que faisait Hannah Arendt. Elle disait que nul ne peut être privé d'apparaître. Et je trouve ça extraordinaire. Ça veut dire qu'il y a un moment où c'est formidable que la caissière de supermarché existe, que son image, qu'elle devienne enfin visible. Il n'y a pas de raison que dans notre société, il y ait toute une partie de la société qui ne soit pas visible. Alors ça, c'était la première chose. Deuxièmement, on a parlé de l'éducation nationale. Et bon, je ne vais pas parler de l'éducation nationale parce que je pense que ça mériterait une conférence entière, mais on a parlé de la disparition des corps intermédiaires. Moi, j'ai vu ce qui se passait dans les établissements scolaires avec la disparition de certains corps intermédiaires qui servaient en fait, qui mettaient de l'huile dans les rouages, si je puis dire, de l'éducation nationale, des acteurs de l'éducation nationale. Et ce qu'on a vu, c'est que, par exemple, il y avait ce qu'on appelait le surveillant général. À quoi il servait? Il y avait les élèves, il y avait le surveillant général, et il y avait les parents, d'accord? Et puis le chef d'établissement. Et donc, le surveillant général, il était là pour entendre les deux parties. Et donc, cette forme de délégation de parole, parce qu'il y avait une délégation de parole, elle évitait les affrontements. Elle évitait la violence et elle permettait tout simplement, je pense que c'est cette délégation de parole qui humanise le monde. Si on n'arrive pas, et la disparition de ces corps qui n'ont pas été jugés utiles, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné simplement des affrontements hyper violents entre les parents et les profs. Parce qu'il n'y avait plus personne pour mettre de l'huile dans les rouages, pour mettre de la parole. Et ça a été un échec fondamental. On s'en est ouvert, mais bon, bien entendu, c'est jamais remonté. On a fait, moi je me rappelle, des colloques, des grandes messes de l'éducation nationale, mais ça, il n'en était jamais question. Alors, on en a parlé, mais ce que l'on savait quand on se réunissait, c'est qu'aucune des propositions que nous avions faites, on savait qu'aucune ne remonterait. Mais c'est quand même extrêmement décourageant. Je veux dire, à quoi? D'abord, c'était assez pitoyable. C'était du théâtre. Pourquoi on était là, finalement? On était là pour dire ce qui n'allait pas bien, ou ce qu'on aurait souhaité. Et puis, c'était pas très ambitieux, je veux dire. C'était pas des réformes monumentales. C'était dire, là, il nous faut un petit corps intermédiaire. Là, il faut quelque chose pour humaniser notre monde. Là, il faut... Non, ça, c'était pas possible. Voilà. Bon, alors là, je vais m'arrêter. Mais je voulais dire aussi une dernière chose. C'est que je me rappelle d'avoir relu un article de Cornelius Castoriadis qui parle d'Aristote, et Aristote posait la question: qui est citoyen? Alors, est citoyen quelqu'un qui est capable de gouverner et d'être gouverné? Ce qui me semble être quand même un sacré programme. Bon, alors, ça va quand même poser la question de l'éducation en général, parce que comment on fait pour l'apprentissage de la démocratie à l'école? Qu'est-ce qu'on fait pour cet apprentissage? Parce qu'il ne s'agit pas ça ne suffit pas de donner une définition de la démocratie aux enfants. Il faut les faire vivre en démocratie. C'est une expérience, la démocratie. C'est rien d'autre. Et donc, je crains qu'il y ait là, dans ce moment qui est si important de l'éducation nationale, qui est une contre-éducation politique, et que cette contre-éducation politique, elle porte ses fruits. Et après, bon, je veux dire, on arrive à ce qu'appelait Castoriadis la montée de l'insignifiance. Voilà, excusez-moi d'avoir monopolisé la parole. Non, c'est très bien, très très bien. Je vais peut-être faire un rapide commentaire sur votre remarque. Bon, sur la première, à partir de la citation de Hannah Arendt, je pense qu'il y a plusieurs problèmes à partir de ce que vous avez évoqué. Vous avez des personnes, des groupes, des catégories
qui n'apparaissent pas du tout, qui n'existent pas. Ensuite, les mêmes, qu'est-ce qu'ils pourraient souhaiter ou attendre? Dans certains cas, ils pourraient souhaiter être des acteurs. Et par conséquent, transformer la société, réclamer, etc. Mais pas nécessairement ce qui a été dit tout à l'heure sur la démocratie participative, où les gens ne sont pas si nombreux que ça à vouloir se mobiliser. Donc vous avez des gens qui veulent être acteurs, des gens qui voudraient de la reconnaissance. Il y a aussi des gens qui disent « moi je voudrais être mieux payé », tout simplement. Alors, autrement dit, la visibilité, ça ne suffit pas. C'est le point de départ. Une fois que des gens disent « on veut être visible », c'est en général parce qu'on veut quelque chose. Alors on veut de la reconnaissance symbolique, on veut de la... Mais si on vous dit on va vous donner une médaille de caissière de supermarché, bon, peut-être que ça ne suffira pas. C'est des choses importantes, les histoires de médailles, c'est très compliqué. C'est qu'il existe une médaille du terrorisme, des victimes du terrorisme. C'est des choses... Donc on sent que ça touche ces questions de reconnaissance. Mais c'est pas pareil que de dire aux gens on va vous donner un meilleur salaire. Bon. Alors je ne rentre pas dans le détail, mais premièrement. Alors deuxièmement, sur votre deuxième série de remarques. Alors moi je suis complètement de votre côté. Je pense qu'une société est faite de conflits, de tensions, de problèmes, de choses différentes d'une personne à une autre, etc. Et que si on fait comme si ça n'existait pas, on va à la catastrophe. Premièrement. Donc il faut créer les conditions pour réguler tout ça. Donc le surveillant dont vous parlez, il est un exemple parfait. Mais vous êtes du tout un spécialiste de l'éducation. Qu'est-ce que je note? Que pour que ça marche, il faut que les parents d'élèves aient envie de venir à l'école. C'est pas vrai de toutes les familles, de tous les milieux. Et deuxièmement, il faut que les enseignants, c'est aussi des acteurs importants, soient disponibles. Dans le temps, l'instituteur habitait dans le village ou dans le quartier de son école. Il était présent, il était connu. Moi, je me souviens, quand j'étais gamin, à Noël, on amenait des cadeaux à l'instituteur. Bon. Et c'était très important. Et c'était quelqu'un qu'on croisait dans la rue et qui était très respecté. Aujourd'hui, il est plus difficile de créer l'institutionnalisation du conflit avec des enseignants qui fichent le camp dès qu'ils ont terminé leur cours parce qu'ils habitent à 2 heures de route, et des parents d'élèves qui ne veulent pas venir mettre les pieds dans l'école. J'exagère un peu. Donc, ça n'est pas simple, mais c'est tout à fait nécessaire, tout à fait souhaitable. Ça va complètement dans le sens de ce que j'ai essayé de dire. Et puis enfin, sur votre troisième point, je suis évidemment aussi complètement en phase avec ce que vous avez dit. Je vais le dire sur un tout autre exemple, mais pour me faire comprendre. Parce que, oui, mais auparavant, alors, sur le fond, un des grands dangers qui nous guette, c'est de croire que le numérique va se substituer au rapport concret des élèves avec... Bon, hein, l'idée que l'enseignement à distance va tout régler, on a bien vu que ça ne marchait pas, et que ça peut compléter, mais ça suffit. Mais je voudrais vous donner 2 exemples qui montrent l'importance de l'expérience pour les enfants. S'il y a une attitude aujourd'hui devenue si négative par rapport à la science dans certains milieux, c'est aussi parce que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est que la science. Alors il y a à Paris un endroit que je connais, que j'aime beaucoup, qui s'appelle la Cité des sciences et des techniques, ou de l'industrie, je ne sais plus, enfin, la Cité des sciences. C'est un endroit merveilleux. Les enfants des écoles viennent et là font des expériences, touchent du doigt la pratique scientifique. Donc, eh bien ça laisse une trace bien plus forte que beaucoup d'autres choses. Et puis sur un tout autre registre, tout ce qui touche à la mémoire historique, des enfants à qui on bassine à longueur de journée que la Shoah c'était pas bien, etc. C'est pas la même chose que de les emmener, s'ils habitent à Toulon, à Aix-en-Provence, au camp des Mines, ou de leur organiser un voyage à Auschwitz. Autrement dit, toucher du doigt, mais à condition que ce soit préparé. Et je termine sur une anecdote, on parlait de ma sœur Annette tout à l'heure. Ma sœur Annette m'a raconté un jour, elle accompagne un de ces voyages d'enfants qui vont avec leur collège à Auschwitz. Et donc dans l'avion, au retour, elle est assise à côté d'un de ces jeunes, et lui dit alors, qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? Oh, je suis très très heureux. Ah oui, j'ai eu mon baptême de l'air. Donc autrement dit, je raconte ça pour illustrer le fait que si c'est pas préparé, encadré, etc., le sens peut échapper complètement aux enfants.
Donc oui, l'expérience, mais aussi la pédagogie, la préparation, Le contact humain. bien sûr, la relation humaine. Oui. Plus de questions? Je crois qu'on va. Alors, il y a des livres. Jacques, tu veux dire, Monsieur Vivorca vous avez des livres sur la table? Il y a des livres sur la table de librairie et M. Vivorca peut les dédicacer. Voilà. Écoutez, on va formidable. Je trouve cette conférence, encore une fois, je crois que nous pouvons applaudir Monsieur Vivorca. Je vous rappelle que la prochaine conférence est sur la question de la science. Et justement, nous sommes avec Jean-Marc Lévy-Leblond. Venez, formidable. Voilà, venez, nous dira tout sur l'éducation à la science. Voilà. Et merci pour votre attention et pour votre présence.